Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. Et cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Tariq Mira partage sa vie entre Alger et Meaux. Je l'ai rencontré à ces deux endroits pour vous. Ensemble, nous avons parlé d'identité, de liberté, de comment est-ce qu'on peut agir collectivement dans des conditions qui sont pas simples, en accord avec nos valeurs. Comment est-ce qu'on arrive à garder son identité et être inclus dans un collectif, mixer tout ça et puis continuer à vivre en fonction de nos valeurs sans s'épuiser, même quand c'est compliqué. Parce que, comme on dit parfois à nos enfants quand ils sont petits, l'amour gagne toujours à la fin, mais la fin des fois, c'est loin. Très bonne écoute, cher auditeur, ce podcast est pour toi. Entre là. Bonjour Tariq. Tariq Mira, vous avez été député, vous êtes engagé pour la démocratie en Algérie depuis 1980. Ça fait un certain nombre d'années de quête et d'engagement. Vous êtes aussi le fils d'Abdelrahman Mira, qui est un héros de la guerre de libération d'Algérie, qui est mort au combat. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler ensemble de la démocratie, de comment il est possible de vivre ensemble en étant à la fois libre et engagé collectivement au service d'une cause qui nous dépasse. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer ou restaurer la démocratie dans des pays où les gouvernements n'y sont au fond pas du tout favorables. Et comment est-ce qu'on peut créer un monde plus libre, plus créatif, plus fraternel. Vous avez une belle expérience à partager et je pense que votre regard est aussi intéressant pour nos éditeurs d'Europe et d'Afrique. Vous avez fait de vos études à Paris, vous êtes diplômé en sociologie, je crois. Oui, c'est ça. Et vous avez rejoint le Front des forces socialistes dans la clandestinité. Comment ça s'est passé en fait ? En fait, déjà au lycée, à la fac et tout ça, je ressentais le désir de liberté. Et à l'époque, en Algérie, il y avait le parti unique qui était islamo-conservateur, mais avec une théorie progressiste. C'est le tiers-mondisme et l'anti-impérialisme qui dominaient. Et moi, j'avais soif d'une alternative à cette expérience en marche, qui est basée plutôt sur la liberté. Et je trouve que la liberté, c'est quelque chose d'essentiel pour l'homme. Voilà. Et alors, de tous les partis qui existaient, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit les islamistes, que ce soit d'autres partis nationaux progressistes, j'ai préféré le Front des forces socialistes parce que le Front des forces socialistes parlait justement de démocratie, de pluralisme, de multipartisme, des droits de l'homme. Pour la première fois, on parlait des droits de l'homme dans la confrontation politique en Algérie. Donc tout ça a fait que je devais m'engager pour changer les choses. Et j'ai trouvé dans le FFS, le Front des forces socialistes, ce parti-là, cet instrument-là, d'autant plus que le FFS réclamait aussi, ou bien lançait sur la place publique, la réhabilitation de la langue berbère et de la culture berbère. Donc il y a comme une espèce de dialectique entre la démocratie et la revendication identitaire. Et ça m'a plu. Ça veut dire que vous faites un lien en fait entre la liberté et puis le fait d'être soi-même dans son identité peut-être ? Oui, je fais un lien, bien sûr. Pour moi, la liberté, c'est l'instrument, c'est une valeur, mais aussi un instrument pour revendiquer ce qu'a été notre histoire, ce qu'a été notre civilisation et ce que nous pouvons faire une fois que tout cela sera, accompli. Votre idéal de liberté, c'est quoi en fait ? La liberté de penser, la liberté d'agir, bien sûr, pas n'importe comment, pas dans l'anarchie. Il y a des limites, bien sûr, qui sont édifiées par les règles de droit. Si j'ai bien compris, en fait, vous avez rejoint les forces socialistes, mais c'était clandestin parce que comme il y avait un parti unique, en fait, toutes ces autres partis étaient interdits, c'est ça ? Alors, le Front des forces socialistes a été créé en 1963. C'était une opposition d'une partie de l'armée de l'intérieur contre l'armée de l'extérieur. Malheureusement, c'est l'armée de l'extérieur qui l'a emporté parce que celle-là, elle était intacte. Elle n'a pas combattu comme celle de l'intérieur.
Et le FFS s'opposait à l'idée que le pouvoir soit aux militaires. Malheureusement, le FFS et d'autres n'ont pas réussi. Le parti unique s'est consolidé. En réalité, derrière la fiction du parti unique, il y a la police politique. Mmh. Oui, qui tient tout ça. Qui est déjà très agissante et très influente. Par exemple, quand le FFS réclamait la démocratie, réclamait le multipartisme, réclamait les droits de l'homme, nous passions auprès de beaucoup de gens comme étant soit des sociaux-traites, soit des bourgeois. Maintenant, tout le monde réclame la démocratie. Tout, c'était l'instrument qui pouvait abattre le système. Votre engagement politique, Tariq, a commencé en Kabylie. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Je suis parti en France au début des années 80. L'année 79, j'avais pris des contacts avec le FFS. Je voulais rencontrer Aït Ahmed, malheureusement, ça s'est pas fait, mais j'ai rencontré un homme exceptionnel du point de vue humain, Abdel Hafid. C'est un ancien officier de l'armée de libération nationale, compagnon d'armes de mon père. Il se connaissait un petit peu au maquis et tout ça. Il m'a rassuré et puis il avait des valeurs humaines extraordinaires. Et cet homme m'avait impressionné par sa sagesse, sa bonté naturelle. Et j'avais une prédisposition à aller vers ce parti-là. Et je pense que cette rencontre a été décisive aussi pour mon engagement. Il y a eu alors ce qu'on a appelé le printemps berbère. C'est cette rencontre entre les exilés politiques et la nouvelle génération qui est arrivée sur le marché politique en quelque sorte, qui faisait de la revendication berbère une priorité, qui a fait a eu lieu le printemps à Mazir de 1980, Tefsouti Mazir. Et alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Mouloud Mamri, le grand romancier, le héros de la berbérité, en quelque sorte, la berbérité académique, universitaire et tout ça, venait de sortir un livre qui s'appelait Les poèmes kabyles anciens. Il a été invité par le comité universitaire de Tizi Ouzou pour donner une conférence autour de son livre, ce qu'il y a de plus normal. Ils lui ont interdit le wali, le préfet de Tizi Ouzou, a donné l'ordre d'arrêter le cortège et d'interdire carrément la conférence prévue. Et ensuite, il y a un groupe d'extrême gauche d'ailleurs. C'est Gérard Lamari, Tari Aziz, Jamel Znati, qui ont commencé à chauffer à bloc les cités universitaires. Et puis, il y a eu toute la rencontre de tous ceux qui s'opposaient au régime pour la première fois. Et là, c'est le travail aussi du FFS, une nouvelle forme qui est peut-être née dans l'Est européen, une nouvelle forme de revendication populaire et pacifique. Et d'autres actions ont succédé. Nous avons participé avec tout un nombre de gens à la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985. Malheureusement, ça a été réprimé par la violence. Les meneurs de cette action ont été arrêtés, déférés devant la Cour de sûreté de l'État. C'est une juridiction d'exception. C'est comme si ils avaient commis un crime incroyable. Donc moi, j'étais en France. Nous avons créé le comité de soutien à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et nous avons créé un collectif contre la répression en Algérie. Dans les deux structures, j'étais premier vice-président. Le comité de soutien à la Ligue algérienne des droits de l'homme était présidé par Riven Abil Fares. Il fallait faire sortir les gens de prison. Ce qui s'est passé en 80 et qui va être renouvelé en 1985, c'est l'engagement des intellectuels français qui avaient soutenu le combat algérien pour l'indépendance et qui venaient nous soutenir à nous pour l'instauration de la démocratie et contre la répression en Algérie. Ça, c'est nouveau. Et est-ce que ça a eu de l'impact? Ça, bien sûr, ça a eu de l'impact ici. Le régime, il a hérité du prestige de la guerre de libération nationale. Donc, il jouait parfaitement ça et il avait encore jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui soutiennent encore l'Algérie parce que l'Algérie a été anticolonialiste, anti-impérialiste et tout ça. Et vous avez été député à 2 moments, hein, c'est ça? Oui, d'abord, j'ai fait partie de ceux qui ont organisé le retour d'exil de Hosni Aït Ahmed. Il fallait que la direction historique se réinstalle en Algérie. Donc, Hosni Aït Ahmed est revenu. Le travail se faisait ici en Algérie. J'ai été élu au premier congrès. J'ai été candidat du FFS dans la circonscription de Tazmalt en 1991. J'ai été élu au premier tour. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Hein. Donc, il y a eu l'arrêt du processus électoral. Et va apparaître au grand jour la fracture entre les deux partis dits démocratiques, en l'occurrence le FFS et le RCD, l'appréhension du phénomène islamiste par les deux partis et la nature de la relation des deux partis avec le pouvoir. Il y a des mésalliances qui ont été commises en quelque sorte.
le RCD qui se retrouvait allié objectif, en quelque sorte, du régime pour éradiquer l'islamisme. Et le FFE se retrouvait dans une alliance qu'il récusait, mais c'est une alliance avec les islamistes. Il y a en quelque sorte un naufrage des partis de sociologie électorale kabyle qui va donner que, et les uns et les autres, nous avons fait avancer le combat d'idées, mais nous n'avons pas réussi à déstructurer définitivement le régime. Alors justement, quel apprentissage vous tirez de toutes ces années passées à combattre pour la démocratie? Comment vous avez envie de vous engager maintenant? Ce qui est formidable dans l'engagement politique, c'est d'abord la socialisation avec des hommes et des femmes que nous ne pouvions pas connaître autrement. Et ça, c'est la force du militantisme. Quand on s'engage clandestinement avec des gens qui avons affronté ensemble la répression, il y a une espèce de lien souterrain qui ne meurt pas. Parce que vous vous êtes engagés, vous avez pris des risques ensemble. Et donc, chaque fois que l'on se voit, ça fait 20 ans, 25 ans et tout ça, il y a une fraternité qui est là. C'est dans l'engagement que ça existe. Aujourd'hui, vous avez mis fin à vos engagements politiques. Qu'est-ce qui vous a fait parvenir à cette conclusion, à cette décision? C'est la même chose. À un moment, moi, j'ai été élu membre du Conseil national au 2e congrès du FFS. On a supprimé le secrétariat national à l'immigration pour que je ne devienne pas secrétaire national à l'immigration parce que j'avais soulevé un certain nombre de problèmes concernant le fonctionnement démocratique. Le grand drame, c'est que les partis dits démocratiques ont trahi la démocratie. On s'est organisé, peut-être c'est une tare tiers-mondiste en quelque sorte, ou bien peut-être parce que nous n'avons pas une grande expérience de la pratique politique. Le drame, c'est que les partis sont personnalisés. C'est le parti de Saïd Saadi, c'est le parti d'Hossein Ahmed. On n'a pas réussi à atteindre la citoyenneté pleine et entière. C'est dramatique. Pourquoi? Parce que quelqu'un personnifie le pouvoir et tout est associé à lui et qui prend toutes les décisions? Absolument. Tout revient au leader, au zaïm. On a critiqué Messali Hadj pour son zaïmisme dans le mouvement national. En fait, il n'a pas cessé de produire des enfants et des petits-enfants zaïm. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est la refondation du pôle démocratique, de ce qui est né, mais c'est surtout la révolution culturelle qui doit se faire dans les partis et qui existe encore qu'à un cas. Oui, c'est difficile de promouvoir ce qu'on ne fait pas et donc de défendre la démocratie si on ne la vit pas à l'intérieur de sa structure. Absolument. Je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit en privé, que ce soit. On ne peut pas critiquer le régime de façon efficace sur le fait qu'il viole la démocratie alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas nous ne le sommes pas. Alors aujourd'hui, vous agissez comment avec Mira? Moi, je n'ai plus d'attache partisane. C'est pas ce qui me manque. Je pense qu'il va falloir réfléchir sur les nouvelles formes de lutte. Moi, je pense que c'est les espaces citoyens qui vont porter la revendication démocratique. Je pense que c'est au niveau des associations, au niveau des espaces citoyens qu'il y aura un renouvellement et à la fois de la pensée et du personnel politique. Parce que maintenant, pour réfléchir à la vie, il faut laisser la place aux jeunes, hein. Moi, j'ai 66 ans. Le fait que la démocratie en tant que philosophie et en tant que système d'organisation est admise, même si on la viole, il faut retourner du temps du parti unique, où le multipartisme était assimilé à l'impérialisme. Le fait que la langue amazigh soit aujourd'hui langue officielle, c'est quand même une avancée considérable. Le fait que l'on dise que l'Algérie n'est pas seulement arabo-musulmane, mais elle a une dimension amazigh, même ça reste encore... Et il y a encore du travail, mais c'est une avancée considérable. Donc notre combat n'est pas vain. Et le fait que l'on pose le problème de la condition féminine, on n'a pas abouti à de grands résultats, mais quand même, il y a un petit résultat. Par exemple, la femme n'a plus besoin de tuteur pour se marier. Le fils d'une Algérienne avec un étranger est admis à la citoyenneté algérienne. Tout ça, c'est des avancées que l'on a obtenues par le fait que nous nous sommes engagés, que nous avons soulevé ce genre de problème. Alors, ces assemblées citoyennes, comment ça fonctionne? C'est de l'apprentissage, c'est-à-dire, à vrai dire, on n'a pas la formule magique. Nous avons essayé de lancer une campagne sur le manifeste, rappelant un certain nombre de principes sur lesquels il faudrait que la société algérienne s'engage. Nous avons lancé une campagne numérique qui a rencontré plus de 10 000 signatures, peut-être. Il y a ce que j'appelle le nouvel acteur numérique. C'est-à-dire que on peut appeler à des manifestations, on peut appeler à on peut faire des écrits et tout ça. Après, tout le monde est propriétaire de cette revendication, mais en même temps,
Tout le monde y est. Tout le monde est acteur, tout le monde est chef, mais en même temps, personne ne peut s'imposer. Donc il y a une contradiction qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir résoudre. Les nouvelles formes de revendication qui se font par le numérique, on appelle presque anonymement des manifestations, les gens viennent, et puis quand on arrive à ces manifestations, qui va parler au nom de qui? Ça, je crois que c'est le problème fondamental de l'organisation à venir. Ouais, il faut trouver d'autres modes de gouvernance. Des modes de gouvernance, absolument. En 2019, a eu lieu les Hirak, qui veut dire le mouvement. Ce sont des manifestations qui ont eu lieu tous les vendredis entre 2019 et 2021 en Algérie pour protester contre la 5e candidature de Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel. Ça aboutit au départ de l'ancien chef de l'État, qui est décédé ensuite, après 20 ans à la tête du pays. Mais finalement, tout n'a pas changé dans le pays. Comment vous analysez ce qui s'est passé, Tarek? Moi, je pense que le Hirak est issu du fait que les partis politiques traditionnels ont échoué. Échouer, ça veut dire quoi? Que plus personne ne va voter ou autre chose? Non, il y a eu une alerte déjà en 2001 quand il y avait le printemps noir, les manifestations en Kabylie. Le fait qu'il y ait une manifestation comme ça gigantesque en Kabylie, où tout le monde s'est mobilisé dans ce qui est le fief du FFS et du RCD à la fois, c'est que nous, en tant que parti, nous avons échoué. Oui, en quelque sorte, ça voulait dire que les partis remplissaient pas leur rôle, qu'on ne pouvait pas vraiment compter sur eux, et donc c'était la population elle-même de dire ce qui était important pour elle. Alors, est-ce que les partis politiques ont encore un avenir en Algérie ou pas, à votre avis? Moi, je pense que les partis ont toujours leur place, mais ça serait plus efficace peut-être de mener le combat par des espaces citoyens ouverts. Mais il faut trouver la formule. Je pense que Hirak, ce qu'il a apporté, c'est que les manifestations désormais sont d'ordre national. Ce n'est plus que la Kabylie toute seule. Je pense que la Kabylie a fini par faire contaminer les autres régions. Peut-être c'est un peu fort, mais je le pense sincèrement, c'est comme ça que les choses se sont déroulées historiquement. Le Hirak, c'est le mouvement. La movida, comme disent les Espagnols quand il y avait la chute de Franco et l'instauration de la démocratie. On va revenir un petit peu à vous, Tarek. Vous êtes le fils de Abderrahmane Mira, qui est un héros de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération d'Algérie. C'est pas rien d'être le fils d'un homme qui est un héros national, dont des rues, des établissements scolaires portent le nom, et en même temps que vous n'avez jamais connu. On en est fier, mais en même temps, c'est une tragédie. Le fait de ne pas avoir ses parents, on s'en rend pas compte parce qu'on a été élevé par les grands-parents, donc on n'a pas manqué d'affection en quelque sorte. Mais profondément, on est ébranlé. On est complètement ébranlé. Et peut-être l'engagement politique précoce que j'ai eu, c'est la présence, la forte présence, sans le dire, du père disparu. Et peut-être qu'il y a une espèce de volonté de mimétisme qu'on ne se l'avoue pas. C'est extrêmement difficile. C'est une situation identitaire extrêmement pénible. Et cette question de l'identité, de votre identité, de ce qui vous définit, elle a des échos, en fait, au niveau du groupe auquel vous appartenez. Elle a des échos pour les Kabyles, et puis elle a des échos pour la société algérienne tout entière, dans son ensemble. Comment est-ce que vous analysez cette affaire au niveau global? Le combat identitaire, de la prise en compte de toutes les dimensions qui existent dans ce pays, a fait quand même des progrès. Mais au lieu que la nationalité se définisse par la citoyenneté, nous sommes renvoyés à une espèce de définition de la nation par le religieux et la langue, l'arabo-islamisme. Il y a un combat encore à mener sur ça. Il faudrait que la démocratie soit portée par la citoyenneté, par un pacte citoyen. On est algérien par un pacte citoyen. On n'est pas algérien parce qu'on est musulman ou arabe. On doit être algérien par un certain nombre de droits et devoirs. Depuis le début de cette conversation, vous nous expliquez votre parcours, comment vous avez combattu pour que la liberté existe dans votre pays. On voit à quel point c'est pas simple, mais c'est avec ça que vous avez commencé notre entretien. Et là, aujourd'hui, vous avez renoncé à la politique. Comment est-ce que vous opérez aujourd'hui pour créer des espaces de liberté? Il faut ruser. Il faut ruser avec sa propre société. Libre, c'est refuser tous les dictats. C'est difficile, c'est résister au pouvoir et à l'argent. Ça, je pense que on ne peut pas être libre si on est
esclaves de ces deux choses. Parce que les gens qui aiment l'argent peuvent être achetés. Bien sûr, ils sont achetés, et puis celui qui a l'argent, il ne pense pas aux autres. Et le pouvoir aussi, il séduit énormément à avoir la force de décider tout ça. Et donc ça, il faut savoir les refuser. Ils sont importants, mais il faut savoir les refuser. Il ne faut pas que ça déborde au-delà de ce qui est nécessaire pour le combat. C'est pas facile, mais c'est ça la condition de sa liberté. Je vous propose maintenant qu'on élargisse la question de la liberté au-delà du champ politique. Votre groupe d'appartenance, il s'appelle aussi les Amazirs, qui sont les hommes libres. On a vu ensemble à quel point la liberté est importante pour vous, qu'elle doit être détachée du pouvoir et de l'argent. Comment est-ce qu'on concilie la liberté et l'appartenance à un groupe? Parce que vous nous avez dit aussi à quel point ce que vous retenez de l'expérience politique, c'était le groupe. L'appartenance, en fait, qui permet de faire des choses ensemble. On sait bien aussi qu'on ne fait rien tout seul. Comment est-ce que vous conciliez l'inclusion dans le collectif et puis la liberté individuelle et collective, Tarek Mira? Comment vous répondre? La liberté, je pense que c'est la valeur la plus importante pour l'homme. On doit tout faire pour ne pas la perdre, pour la conquérir et ne pas la perdre. Churchill disait que la liberté, on s'en rend compte de sa cherté en quelque sorte lorsqu'on l'a perdue. Parce que c'est ça qui est le moteur de l'histoire. Et je pense que notre peuple est un peuple qui aime la liberté. Et peut-être il y a l'effet inverse. Il aime la liberté jusqu'à l'anarchie. Et il ne faut jamais oublier que le peuple amazigh est un peuple tragique. Il aime la tragédie. C'est-à-dire qu'on aime les héros de la résistance. Et on les aime d'autant plus que lorsqu'ils sont morts. Il faudrait arriver à sortir de cette logique-là. Il faudrait peut-être arriver à faire le compromis entre ce qui est la construction et ce qui est l'engagement. Alors, dans ce qui forge l'identité, la liberté de chacun, il y a aussi l'histoire de la France et de l'Algérie, toute sa singularité. Quel regard vous portez, quelle analyse vous portez, Tarek? D'abord, un préalable. Moi, je connais beaucoup d'anciens maquisards algériens. C'est les compagnons de mon père ou d'autres. Je n'ai jamais senti chez eux une quelconque haine envers la France. Jamais. Je dis jamais. Pourquoi? Quand tu parles avec eux, les Français nous ont colonisés. Nous avons refusé le colonialisme. On a fait la guerre. Ils sont partis. L'affaire est classée. L'affaire est classée. Mais paradoxalement, les nouvelles générations sont haineuses à l'égard de la France. Et ça, c'est l'école. Parce qu'on leur raconte une autre histoire. Et puis l'islamo-conservatisme veut absolument présenter la France comme le pays chrétien. Donc toujours, on doit être en guerre. Donc, je suis très pessimiste par rapport à ça. La relation est manipulée de part et d'autre. Elle est instrumentalisée en Algérie, très instrumentalisée pour légitimer un pouvoir qui, normalement, a déjà trahi la révolution, l'insurrection armée, mais qui se réclame d'elle et qui poursuit quand même sur cette voie-là. Malgré tout ça, vous gardez espoir. Vous avez cette conviction chevillée au corps que l'avenir va aller vers le mieux, même si c'est lent. Cette conviction vous tient debout et vous fait avancer chaque jour. Qu'est-ce qui vous tient aussi, Tarek? La lucidité, comme dirait René Char, c'est la blessure la plus proche du soleil. Je suis tellement lucide que des fois je suis désespéré. Mais en même temps, il y a toujours le génie populaire. Il y a des choses qui apparaissent là où l'on s'attend le moins. Et l'espoir revient. Et ça va être sur le long terme quand même. Oui, cette lucidité est un point d'appui vers la résilience et l'espérance. Il faut s'inscrire dans l'espérance. Pas l'espérance religieuse. L'espérance tout simplement. Je garde l'espoir que cette société va se transformer, même si tous les facteurs prédisent le contraire. Mais il y a des choses inattendues qui peuvent surgir. Qui c'est qui pouvait dire qu'il y aura le Hirak, par exemple? On était dans une période de reflux. Le 5e mandat, le truc et tout ça. C'est-à-dire on était devenu la risée du monde, en quelque sorte. Et puis il y a ce surgissement inattendu du Hirak qui a fait que l'espoir existe toujours. Il existe jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il faudrait mailler la société d'associations
soit déclaré ou pas déclaré. Et le travail se fera à partir de ça, à partir de l'investissement de la société par les forces civiles. C'est intéressant cette notion de surgissement. Il y a un certain nombre d'auteurs qui en parlent, cette idée que quelque chose pourrait surgir complètement inattendu, que l'inattendu est plein de surprises, que les surprises peuvent être bonnes, et que c'est peut-être parce qu'on y est ouvert que ces surgissements peuvent avoir lieu. Oui, il faut pas seulement rester à dire que c'est pas bien et tout ça. Il faut s'engager dans la vie. Un grand merci Tarek. De rien, merci. Pour en savoir davantage, je vous renvoie à la description de cet épisode. Si vous souhaitez contacter Tarek Mira, je vous propose de me contacter et je vous mettrai en lien. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.